Effectivement, c'est un hélicoptère qui vient de se poser avec beaucoup de monde autour. Je pense que vous le voyez sur ces images de ce point haut. Beaucoup de drapeaux israéliens, beaucoup d'applaudissements. On ne sait pas exactement s'il y a un seul hélicoptère ou si d'autres vont arriver. On n'est pas tenu au courant évidemment minute par minute, mais on peut imaginer que soit cet hélicoptère, il y avait les 4 jeunes filles à bord, soit il va y avoir un autre hélicoptère avec les autres jeunes filles à bord. Mais on sait qu'elles vont venir, les 4, être soignées dans cet hôpital du nord de Tel Aviv. D'ailleurs, je me tourne et je vois qu'il y en a un autre qui est en train d'arriver en ce moment même. Je l'ai compris avec la clameur en bas des Israéliens qui se mettent à applaudir beaucoup plus fort. Vous commencez à entendre les pales qui arrivent autour. C'est un deuxième hélicoptère avec probablement donc au moins une des otages à l'intérieur qui va venir se poser à cet héliport pour être prise en charge ensuite à cet hôpital de Petah Tikva dans le nord de Tel Aviv. C'est là où il y a une prise en charge qui va être très spécifique, une bulle dans cet hôpital, toute une aile qui va leur être réservée avec des chambres spécifiques qu'on a pu visiter. Ce sont des chambres avec par exemple plusieurs lits dans une seule chambre. Si jamais ces otages ne veulent pas dormir toutes seules, elles vont être prises en charge par une équipe médicale. Il va y avoir également une évaluation psychologique de leur état et elles pourront voir plusieurs membres de leur famille. Jusque-là, elles n'ont vu que les très proches à la base de Reim et ces hélicoptères qui sont en train de passer au-dessus de nous, qui sont en train de les ramener de la base militaire de Reim en Israël pour rejoindre la région de Tel Aviv. Je pense que vous ne m'entendez plus beaucoup parce que l'hélicoptère est en train de passer. Alors Clémence, on vous entend très bien et en plus on a l'image en direct évidemment de cet hélicoptère, ce deuxième hélicoptère dont on ignore, on va savoir dans un instant s'il transporte celle qu'on pourra désormais bientôt appeler ex-otage. Ce qui est frappant également dans les images, c'est qu'on voit cette foule qui est réunie. Vous êtes sur place depuis... Vous êtes allé sur place très... Oui. Je suis en train de parler, mais là, avec le bruit de l'hélicoptère, je ne vous entends pas exactement, mais vous voyez, il est passé tout près. Il est en train de se poser à l'héliport. Vous pouvez imaginer l'émotion de ces jeunes filles à l'intérieur. Il y a toute une équipe médicale qui les attend. Ça passe tellement près les gens. Vous voyez qu'il y a des drapeaux israéliens qui sont en train de s'envoler à l'heure où on se parle. Il y a beaucoup de monde qui est là, ça devrait se poser. Et ensuite, ces otages, ces 4 soldats israéliens, elles devraient être emmenées via des navettes à l'hôpital qui est juste à côté. Mais pour les préserver, leur image, elles vont être emmenées par des navettes jusqu'à ces chambres. Il y a 500 mètres environ. Ce deuxième hélicoptère qui s'est posé, on va pouvoir essayer de voir qui en sort. On peut imaginer que pour ces otages qui ont été privés de liberté pendant plus de 470 jours, elles vont découvrir que tout un pays était derrière elles en attendant cette libération. Bien sûr, il reste encore d'autres otages. C'est des scènes qui devraient se reproduire dans les semaines à venir. Mais vous voyez ce deuxième hélicoptère qui se pose ici en ce moment à l'hôpital de Petah Tikva dans le nord de Tel Aviv. On vous entend parfaitement Clémence. Merci également de nous faire vivre ces images. On voit parfaitement ce qui est en train de se passer donc dans la banlieue de Tel Aviv. Et à l'instant, Israël confirme avoir libéré 200 détenus palestiniens. L'information est relayée par nos confrères de l'AFP. Ces images, Clémence, si vous m'entendez, qui sont extrêmement tendues, vous êtes rendu à de nombreuses reprises et on voit bien que cette question des otages, c'est un véritable traumatisme pour la population israélienne. C'est à la fois un traumatisme mais aussi un déchirement sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour obtenir leur libération. Et puis ça a été aussi une fracture dans la société israélienne, il faut le dire, parce que la grande majorité des Israéliens bien sûr fait ce qu'on appelle un deal, un accord, pour trouver tous les otages qui sont restés dans la bande de Gaza. Mais il y avait aussi une partie des Israéliens qu'on trouve plus souvent parfois chez les religieux à Jérusalem, qui eux, vous ne voulez pas d'un cessez-le-feu, peu importe le prix, parce que ce serait redonner une chance au Hamas de se renforcer. Voilà aussi une ligne de fracture qu'il faut prendre en compte, même si on l'a vu, notamment à Tel Aviv, des manifestations monstres pour réclamer un accord avec ces otages. Là, pour l'instant, 33 otages devraient être libérés dans cette première phase. On en a eu 3 la semaine dernière, 4 aujourd'hui en ce moment. Je vous rappelle, malheureusement, ce ne sera peut-être pas tout le temps aussi joyeux, parce que parmi ces 33 otages qui doivent être libérés, on ne sait pas combien sont vivants, sont morts. D'ailleurs, le Hamas doit publier aujourd'hui une liste de l'état de santé de ces otages encore à libérer. Donc on est toujours là dans l'attente. Et puis, comme rien n'est simple dans ce deal, dans cet accord, je vous rappelle qu'il y a encore 2 femmes civiles qui sont encore otages dans la bande de Gaza, Shiri Libas, dont l'armée israélienne a rappelé ce matin qu'elle n'était pas très optimiste sur le fait qu'elle soit encore vivante. Et puis une dernière femme civile qui aurait dû être, selon Israël, libérée aujourd'hui, qui ne l'est pas, et qui donc, retarde le retrait des troupes israéliennes. Vous entendez ces bruits de clameurs qui sont autour de cet hélicoptère. Il y a beaucoup de monde qui est venu pour la fin de Shabbat,
pour venir applaudir ces otages qui sont ça y est de retour sur le sol de Tel Aviv. Et on voit avec les images de Tom Beck également ces officiels de l'armée israélienne qui sont à quelques mètres désormais de ces hélicoptères dont on ignore si à l'intérieur se trouvent, mais c'est désormais probable puisqu'il y a également un représentant visiblement du monde de la santé. On sait que ces 4 désormais ex-otages vont être examinés, écoutés, même s'il y a une procédure qui est assez longue et qu'on ne va pas forcément les mettre à l'isolement tout de suite après ce qu'elles ont vécu. D'ailleurs, si je me permets, Ronald, je suis en train Bien de voir aussi en même temps que vous voyez là ces palissades qui sont en train d'être installées par des soldats, par des membres de l'armée israélienne, notamment par du personnel médical, c'est pour préserver leur intimité. En fait, elles vont sortir évidemment de ce côté-ci, on ne va pas les voir, on ne va pas avoir d'image d'elles parce qu'elles vont rentrer, elles vont passer derrière ces palissades. Ensuite, elles vont prendre des navettes pour rejoindre l'hôpital qui est juste à côté, il y a 500 mètres, mais justement pour qu'elles puissent partir dans cet hôpital sans être exposées. Et bien voilà, c'est le procédé qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. On voyait effectivement à l'issue du premier accord, en novembre 2003 également, il y avait ces couloirs qui étaient faits pour protéger, ces couloirs artificiels qui étaient pour protéger du regard extérieur évidemment celles et ceux qui avaient été libérés. Clémence, on parlait du traumatisme et également de la division de la société israélienne. Qu'est-ce que vous disent les Israéliens, l'Israélien de la rue, hors militaire, hors politique? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vivent ces images, quand ils retrouvent plusieurs des leurs, alors qu'ils savent qu'il y a encore des otages aux mains du Hamas dans la bande de Gaza, dont on ignore d'ailleurs s'ils sont vivants ou morts? D'ailleurs, les images de la semaine dernière de ces 3 premiers otages qui ont été libérés ont fait énormément de bien à la société israélienne parce que on sait, je rappelle qu'au début de cet accord, on ne savait pas dans quel état allaient sortir les otages. Et ces images de jeunes filles souriantes malgré tout, qui pouvaient marcher, eh bien ça fait énormément de bien à la société israélienne qui a commencé à y croire pour ces derniers otages, même si ce n'est pas encore terminé, en se disant que ça y est, il y a eu 3 jeunes filles la semaine dernière, 4 jeunes filles aujourd'hui qui arrivent vivantes en Israël et que donc peut-être qu'il est encore possible de sauver des vies et ça n'a pas de prix. Et évidemment, ça redonne de l'espoir, même si, bien sûr, ça fait 1 an et demi que c'est les montagnes russes, que ces accords se font, puis se défont, puis finalement ça ne marche pas. Donc il y a beaucoup de prudence, il y avait beaucoup de prudence au début quand cet accord a été signé, ça a été reçu notamment en place des otages, pas forcément avec de grandes décisions de voix, il y avait beaucoup de prudence, bien sûr c'est une bonne nouvelle, mais voyons ce qu'il en est dans les faits. On voit que pour ces 2 premières semaines, ce n'est pas parfait, mais il y a des jeunes femmes qui rentrent vivantes en Israël, qui vont être prises en charge. Évidemment, on ne sait pas, on ne sait rien encore de leurs conditions de détention, mais en tout cas, elles arrivent ici et vous voyez, là, il y a beaucoup de monde qui vient à la fin de Shabbat, on est samedi aujourd'hui, se réunir avec des drapeaux israéliens et applaudir cet hélicoptère qui arrive. Et une image, alors Clément, je ne sais pas précisément où vous situez, quel est votre angle de vision, mais cette image qu'on vient d'apercevoir en direct, c'est une main tendue qui saluait la foule et qui sortait de cet hélicoptère. On peut imaginer évidemment qu'il s'agit d'une de ces 4 jeunes femmes. Patrick Martin-Génier, oui. On parle de 4, on attendait à ce qu'il y ait une civile. Là, oui. On parle de 4 jeunes militaires, 4 soldats de 19 et 20 ans qui sont donc libérés, remises à Israël en échange de la libération de ces prisonniers palestiniens. Oui, tout à fait. Donc il y avait 4 civils la semaine dernière. 4 militaires cette fois-ci, qui donc représentent une valeur très importante comme chacun des citoyens israéliens, bien évidemment, mais qui a incité le Hamas à mettre des enchères très très haut. Donc des militaires qui représentent la sécurité d'Israël et qui donc représentaient un risque supplémentaire d'une atteinte à leur vie, puisque ce sont des soldats qui défendent l'État d'Israël. Donc il y avait une vraie inquiétude à leur égard, et il est vrai qu'il reste encore Arbel Yehoud, qui est une civile dont on avait annoncé la libération ce week-end. Le Hamas, a priori, ne l'a pas fait. Mais selon ce que dit le Hamas, si on peut le croire, cette libération devrait intervenir dès la semaine prochaine. Donc c'est vrai que ce sont des soldats. On voit effectivement, vous l'avez dit, on veut protéger leur intimité. C'est normal parce que comme tous les otages depuis le 7 octobre 2023, ce sont des femmes libérées prioritairement, mais qui ont subi véritablement un stress traumatique considérable. Et ça contraste d'ailleurs avec les images qu'on a vues plus tôt, où ces 4 jeunes femmes étaient exhibées, montées en tribune, voilà. Encadrées par les membres de ce mouvement terroriste Hamas et avec une foule d'habitants de Gaza. Ça contraste et évidemment on veut les préserver après ce qu'elles ont vécu et la mise en scène qui leur a été imposée. C'est un peu l'idée. On entend les cris dont nous parlait Clément. C'est dans ce véhicule
Les 4 ex-otages, désormais, on peut le dire, elles n'ont pas encore retrouvé leur famille, mais c'est désormais imminent, transférés de la bande de Gaza via Gaza City, hôpital militaire de Reim grâce à la Croix-Rouge, hélicoptère, et donc Petah Tikva au nord de Tel Aviv. On est dans quelque chose ce sont des scènes qui sont appelées à se reproduire désormais si cet accord est respecté. Oui, je pense. Alors, des deux côtés, il y a des scènes de liesse. On l'a vu à Gaza, où également il y a une sorte d'instrumentalisation des otages avec des militants et des terroristes du Hamas donc en uniforme, avec leurs véhicules, avec leurs armes, et puis même des confettis. À Gaza, on a vu des confettis voler. Enfin, donc, ils fêtaient de leur côté. Et naturellement, il y a du côté israélien une immense joie, une grande émotion lorsqu'on revoit ici, là, à Petah Tikva, l'émotion de cette population, plusieurs centaines, voire des milliers de personnes qui sont là pour accueillir les ex-otages. Néanmoins, il faut faire très très attention car il faut protéger l'intimité de ces ex-otages. Elles sont là d'abord pour avoir un bilan médical, pour voir si tout va bien en termes de santé et pour retrouver ensuite le plus rapidement possible leur famille. Donc l'objectif, c'est d'abord une réunification familiale, mais ça doit leur faire véritablement chaud au cœur de voir qu'elles sont accueillies par cette liesse populaire. Pendant que vous parliez, Patrick, on avait cette double image avec celle de cet hélicoptère donc à Petah Tikva près de Tel Aviv et le retour des 4 ex-otages donc israéliens. Et puis de l'autre côté, on avait cette image. Alors, elle est plus difficile à sourcer. Voilà, la voici, c'était en direct il y a quelques instants. Ce sont dans les territoires palestiniens, a priori, image en direct, a priori, mais je n'ai pas la certitude, donc je prends la précaution, sans doute Ramallah en Cisjordanie, où toute ou une partie des 200 prisonniers palestiniens sont libérés et retrouvent leur famille. Là aussi, avec des scènes de joie un peu moins encadrées, mais des scènes de joie évidemment de la population et des proches de ces prisonniers palestiniens. Oui, il y a une sorte de signification politique à cela, des proches qui reviennent avoir été prisonniers, des peines de prison pour certaines d'entre eux très importantes, pour des crimes notamment, pour des attentats contre Israël, pour des messages haineux contre l'État d'Israël. En tout cas, c'était des prisonniers. Et effectivement, il y a des retours quand on voit il y a des scènes qui sont des scènes d'accueil un peu moins joyeux, on va dire. Mais lorsqu'on regarde tous ces drapeaux, il y a aussi des messages très clairement politiques. On voit des drapeaux palestiniens. Et bien sûr que le message, c'est de dire nous voulons continuer le combat pour la libération de la Palestine, la création d'un État palestinien. Donc on voit bien qu'il y a là effectivement un message politique des gens qui ont tendance à dire nous n'avons pas perdu, c'est quand même nous qui avons gagné dans cet échange. C'est aussi d'ailleurs le sens des images un peu plus tôt qui sur le coup étaient beaucoup moins liesse populaire et retrouvailles, qui étaient totalement organisées en une forme de mise en scène dont on peut d'ailleurs voir le cynisme par le Hamas, avec des véhicules flambant neufs. On fait monter les membres de la Croix-Rouge à la tribune, on va faire signer des papiers prouvant qu'ils ont récupéré les otages, puis on fait monter ces ex-otages. Il y a quand même cette espèce de discours médiatique, de communication, de propagande. Je vois votre analyse sur le Hamas n'a pas totalement disparu de la bande de Gaza presque un an et demi après. C'est un exercice de pure propagande, de communication. On libère des otages, mais on veut montrer que nous sommes toujours présents. Nous n'avons pas été éliminés, car naturellement, Israël a dit que les porte-paroles de l'armée israélienne qu'ils avaient éliminé, décapité la direction notamment militaire du Hamas. On avait vu des scènes d'assassinat très médiatisées. Donc on est dans un monde où effectivement il faut tout médiatiser, une ère de communication, également pour les terroristes. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils nous montrent effectivement qu'ils ont encore les moyens. Ils ont mis le paquet, si j'ose dire, avec des véhicules flambant neufs, avec des uniformes verts tout propres, des bandeaux, des drapeaux palestiniens ou du Hamas, naturellement. Et donc, ils veulent montrer qu'ils ont encore les moyens, ce qui montre bien qu'ils continuent à avoir de l'argent de certains pays arabes, mais aussi de l'argent détourné, on le savait, de l'aide humanitaire internationale. Ils ont détourné de l'argent. Et donc, ils veulent montrer qu'ils ne sont pas décapités, qu'ils vont continuer leur action. Mais néanmoins, cela ne saurait cacher un affaiblissement considérable de ce mouvement terroriste. Je vous confirme donc ce que je pressentais il y a quelques instants, à savoir que les images sur la droite de votre écran proviennent bien de Ramallah, donc en Cisjordanie, avec ce grand bus blanc qui est situé, que vous apercevez en arrière-fond, un bus blanc venu notamment de la prison d'Ofer en Cisjordanie, où de nombreux prisonniers palestiniens étaient détenus. Donc 200 qui ont quitté, on les voit avec leur tenue, visiblement, je ne sais pas si c'est leur tenue de détention, mais en tout cas cette tenue grise qui ressemble à un survêtement et qui ils sont portés
sur les épaules de leurs proches. Ils retrouvent évidemment, pour certains en tout cas, leur famille. Quelle est la suite, si tout se passe bien, quelle est la suite de la mise en place, de la mise en application de ce cessez-le-feu? La suite, c'est à l'issue d'une période d'à peu près un mois, environ une quarantaine de jours, c'est la poursuite de la libération des otages. On sait qu'en dernier lieu, à l'issue de cette première étape, normalement, on doit aussi, hélas, j'allais dire, non pas libérer, mais rapatrier des corps, puisque c'est toujours entre 3 et 4 otages israéliens qui sont libérés toutes les semaines. Et à l'issue de cette période, on doit libérer ou restituer 14 otages, dont on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts, mais sans doute morts si c'est une quinzaine en fin de première étape. Et il y a aussi des accords politiques, puisque il est censé y avoir un retrait des troupes israéliennes du nord de Gaza, la bande de Netzarim, mais également la bande en bas du sud d'Israël, enfin du sud de la bande de Gaza, à côté de l'Égypte, pour effectivement... Avec ce couloir de Philadelphie, notamment. Le couloir de Philadelphie, pour donc évacuer ces troupes et restituer en quelque sorte ce territoire, on va dire, au Hamas, malheureusement, puisqu'il n'a pas disparu, c'est lui qui continue à gérer. Et à l'issue de cela, commencer des négociations politiques en vue à terme, lorsque la totalité des otages seront libérés, pour voir s'il est possible, comment administrer Gaza. Et on sait là que l'autorité palestinienne souhaiterait avoir un rôle dans l'administration Gaza post-guerre. Mais c'est la question que j'allais vous poser, Patrick Martin-Ginier, parce que nous sommes à Ramallah, en Cisjordanie. C'est là qu'est installée l'autorité palestinienne, le Fatah de Mahmoud Abbas. Où est Mahmoud Abbas? On n'entend pas. Il y a eu des prises de distance très mesurées il y a quelques jours du Fatah face au Hamas, disant ce qui s'était passé le 7 octobre ne servait pas la cause des Palestiniennes. Je résume en substance, mais c'était vraiment la tonalité. Mais où est Mahmoud Abbas? Où est le Fatah? C'est-à-dire qu'ils ne représentent plus rien, ou qu'ils ont laissé la main... Oui. Je crois que l'autorité palestinienne est quand même très très affaiblie. Mahmoud Abbas, c'est pas une question d'âge, mais il a, je crois, plus de 87 ans. C'est quelqu'un qui n'est plus dans l'actualité, quelqu'un qui n'a plus de pouvoir politique. L'autorité palestinienne est considérablement affaiblie. Vous savez que ça fait pratiquement une quinzaine d'années qu'il n'y a pas eu d'élection au Conseil national palestinien. Et donc voilà, et on a l'impression que c'est une négociation exclusive entre le Hamas et Israël, et que naturellement l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas passent pour perte et profits. Et peut-être attend-il son heure, parce qu'il a quand même reçu le soutien d'un certain nombre de dirigeants, estimant notamment la France que l'autorité palestinienne devait avoir un rôle dans l'après-guerre à Gaza. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette autorité est très affaiblie, elle est corrompue aussi, donc elle continue à recevoir également de l'argent de l'Union européenne. Donc il y a un vrai défi politique. Est-ce que cette autorité est affaiblie? Est-ce que Mahmoud Abbas, c'est la question qu'on doit poser, ne devrait pas laisser la place pour, on va dire, des jeunes dirigeants qui seraient peut-être plus pragmatiques?